Bonjour à tous, j'ai lu tout ça, donc pour plus de clarté je me suis dit qu'il valait mieux que je fasse un top flop, ça sera mieux pour tout le monde. À la 14e place du classement, Le Cœur et le Devoir, une intégrale en 2 tomes. J'ai trouvé ça d'occasion moi sur Vinted, j'ai payé ça 3 €, et ben ça les vaut. Je n'ai pas trop accroché. Alors de quoi ça nous parle? Ça nous parle de la jeune Bertha que vous voyez là, qui est une fille d'un roi de province et qui est envoyée à la capitale pour devenir la seconde épouse de ce jeune homme qui est le roi. Voilà, hein, tout ça c'est un peu de la politique pour réunifier et adoucir les relations entre les différents peuples. Donc évidemment c'est la deuxième épouse et il va falloir qu'elle affronte la première épouse, qu'en dira-t-on bien entendu de la cour dans laquelle elle va être, le fait d'abandonner sa famille d'origine. Il y avait plein d'enjeux qui auraient pu être super intéressants, mais je trouve que c'était bâclé, c'était vraiment... Ouais, comme dit en 2 tomes, c'est compliqué vraiment d'aller au fond du sujet. Et puis il y avait plein de choses qui n'allaient pas, qui étaient incohérents, puisque quand on regarde un petit peu les designs, notamment des, je sais pas, des costumes de la cour, etc., on s'imagine qu'on est dans un monde à l'occidental, et donc forcément nous on s'imagine des mœurs occidentales, et je trouvais que ça collait pas du tout avec ce qu'on nous proposait à l'intérieur. Le fait comme ça de changer de religion d'un jour à l'autre, comme si ça pouvait se faire ainsi, c'était mal amené, c'était trop simple, il y avait trop d'enjeux. Évidemment on s'imagine bien qu'il y a beaucoup d'enjeux quand quelqu'un va devenir roi ou reine, ou en tout cas épouse de la cour, et tout ça a été survolé, c'était pas très intéressant, enfin voilà, c'était un petit peu... C'était déstabilisant mais pas dans le bon sens du terme, donc non, je vous conseille pas. C'était pas non plus extrêmement nul, attention, hein, mais voilà, c'est vraiment pas du tout un indispensable quoi. À la place numéro 13, une nouveauté pour moi que j'ai trouvé d'occasion il n'y a pas longtemps, c'est Kowloon générique romance. Alors j'étais très intriguée par ce titre et moi je l'ai trouvé d'occasion il y a la semaine dernière, et donc j'ai eu très envie de le lire. Alors déjà, qu'est-ce qui m'a attiré? C'est bien sûr la couverture, hein, bah, voilà. Voilà, et en plus j'en ai entendu du bien sur d'autres chaînes manga, et effectivement quand j'ai feuilleté, j'ai bien aimé le design, le chara-design qu'il y avait dedans. Franchement j'ai lu tout le bouquin, qui est l'histoire de cette jeune femme qui habite un quartier spécial, le quartier de Kowloon, qui visiblement est un quartier bien spécifique avec des mœurs particulières. Elle est agente immobilière, en tout cas elle travaille dans une agence avec 2 de ses collègues, et puis elle vit sa petite vie comme ça. Et en fait, pendant toute ma lecture, je me suis dit, ouais, et alors quoi, pourquoi faire? On s'en fout. mais à la dernière page, j'ai fait... Ah bon. Et donc ça a quand même attisé ma curiosité pour lire la suite. Je peux pas vous dire le pourquoi du comment parce que sinon ça vous spoilerait tout le premier tome. Donc franchement tout le tome je me suis dit ouais bon je m'en fous. Il y avait un petit côté sexy, etchi, bon je sais pas trop si je peux vous en parler. Voilà, beaucoup de moments où disons on va capitaliser sur le physique de la jeune femme. Bon, moi je m'en fous. ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà, il y a beaucoup de ça là-dedans, c'est pour public mature, puisque là on est sur du Big Kana, donc c'est du seinen. J'ai même pas dit, c'est de Jun Mayuzuki. Franchement, je suis un peu mitigée, je sais pas quoi en penser. J'ai un peu envie de lire la suite, mais pas tellement. Donc je sais pas trop pour l'instant. Il reste en suspens, mais j'avoue que ces dernières pages, elles m'ont quand même intriguée. À la place numéro 12, My Dear Detective, cette histoire de cette jeune détective à Tokyo dans les années 20 qui veut en tant que femme réussir dans ce métier, ce qui n'est pas facile. Et donc on reprend avec ce tome l'histoire qu'on avait laissée au précédent, et dont un des protagonistes principaux est le frère de ce jeune homme qui est l'assistant de la détective. J'espère que vous avez tout compris. C'était sympa. J'étais vraiment, comment dire, contente quand ce titre est sorti. Je me suis dit, ah, moi j'aime bien les histoires de détectives, etc. Mais je trouve que ça pêche un peu comme beaucoup d'autres histoires de détectives que j'ai lues. Les histoires sont trop courtes, c'est trop simple à deviner. Et surtout là, ce qui m'a un peu embêtée, c'est que ça dégouline vraiment beaucoup de bons sentiments. Tout va bien dans le meilleur des mondes, mais voilà, c'est un petit peu trop utopie, je trouve. C'est un peu trop gentillet. Je commence un peu à me désintéresser de ce titre, et pourtant j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, mais là c'est trop simplet. C'était sympa, j'ai passé un bon petit moment de lecture, mais vous attendez pas à des enquêtes de dingue, ni à du suspense qui va vraiment vous tenir en haleine longtemps. C'est pas trop le cas et c'est un petit peu décevant.
Je ne suis pas tendre dans cette vidéo, mais c'est comme ça. À la place numéro 11, Cat's Eye, le tome 7. L'avant-dernier tome de Cat's Eye, l'histoire de nos 3 voleuses le jour et tenante d'un bar la nuit, mais c'est plutôt l'inverse. C'est la nuit qu'elles volent et le jour qu'elles tiennent le bar. Et d'ailleurs, l'une d'entre elles est l'amoureuse d'un policier, donc ce qui rend l'aventure encore plus pimentée. Néanmoins, je dois dire que c'est quand même pas mal un peu de gag manga, hein. C'est de Tsukasa Ojo d'ailleurs, un auteur que j'aime beaucoup par ailleurs. Mais là, c'est... En gros, il a plus d'idées. C'est-à-dire qu'elles ont volé grâce à des hélicoptères, il y avait des bateaux, il y avait des bombes, il y avait du funambulisme. Là, il n'y a plus d'idées. Là, il ne sait plus. Donc, il est vraiment temps qu'on arrive à la fin parce qu'on ne sait plus quoi inventer. Il n'y a plus de surprises. Les gags tombent à plat, je trouve. L'histoire, elle patine entre les deux amoureux. En plus, il n'y a pas vraiment de suspense parce que depuis le départ, on sait qu'ils sont fiancés. Donc ouais, là il est temps que ça se termine. Ouais, c'est bien dessiné, hein, bien entendu. J'aime bien la petite vibe années 90 comme ça, qui me plaît bien. Mais voilà, c'est pas le meilleur que j'ai lu. C'est plus de la nostalgie qu'autre chose. Voilà. Et puis oui, je suis d'accord avec vous, ils auraient pu faire un petit effort sur la jaquette. Hein. En plus, le mien est arrivé bien abîmé, j'étais un petit peu vénère. À la 10e place du classement, Windbreaker de Satoru Nii chez Pika. Moi j'aime bien Windbreaker, c'est vraiment une petite série comme ça qu'on lit sans prise de tête. On est dans le lycée Furine qui compte évidemment plein de jeunes. Et ces jeunes-là sont regroupés pour la plupart en bande, mais cette bande, ce ne sont pas des petites racailles de la ville. Au contraire, ils sont là pour protéger les habitants de leur ville. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup appréciés et ils rencontrent d'autres bandes rivales avec lesquelles ça se bastonne. Ah bah oui, parce que c'est quand même des jeunes qui ont le sang chaud. Et puis ils font des bonnes œuvres, voilà, ils retrouvent des chats, et ils combattent les pas gentils mais quand même un peu gentils d'en face. Donc là aussi c'est très gentillet, c'est très sympa. Les petits Windbreakers font la loi, mais ils font la loi parce qu'ils sont gentils et aimés de tous. Donc j'aime beaucoup suivre cette histoire, c'est vraiment sans prise de tête et que je continuerai à suivre. Et je dois d'ailleurs rattraper mon retard. À la place numéro 9, j'ai terminé Saturn Return d'Akane Torikai. J'ai lu le 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai enfin terminé cette aventure psychologique, on peut appeler ça comme ça. Donc c'est l'histoire à la base d'une romancière qui a le syndrome de la page blanche et qui décide quand même de tenter de réécrire un nouveau roman parce que son ancien ami, petit ami, amoureux a décidé d'en finir avec la vie et elle veut savoir pourquoi et donc retracer l'histoire de son ami dans un nouveau roman. Elle est donc accompagnée de son nouvel éditeur qui va l'accompagner pour son enquête et ses recherches pour son roman. Et alors on se retrouve dans un truc psychologique où la nana en fait elle est complètement instable, elle nous fait des trucs qui sont complètement dingos. En vrai elle cache un secret qu'elle ne veut surtout pas révéler bien évidemment parce que ça pourrait la mettre en péril, mais elle est complètement frappée cette femme. Il lui arrive plein de choses, il y a beaucoup de rebondissements dans Saturn Return et j'avais cherché pourquoi ça s'appelait Saturn Return et donc c'est la révolution de Saturne et je crois que ça veut dire aussi que c'est le temps qu'il faut pour changer complètement de personnalité ou quelque chose comme ça. Bref, j'ai déjà oublié parce que moi l'astrologie voilà, c'est pas trop mon truc, mais j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Faut quand même s'accrocher parce qu'elle est sacrément barrée, la personnage principal, on s'y attend pas mais c'est bien, au moins ça met un peu de rebondissement. Je trouve que c'est quand même bien mené, vous avez plusieurs personnages annexes qui rajoutent un peu d'intérêt à la série. Bon, la fin fait quand même disons que la révélation finale de cette enquête fait un peu pchit, c'est-à-dire que bon ouais ok on s'en doutait un peu, voilà, ça... Bon ok, mais dans l'ensemble c'est un bon manga et j'ai bien apprécié tout ce que j'ai lu dans Saturn Return. Donc oui je le conseille, je l'ai pas dit, c'est chez Akata Large, donc voilà, en 10 tomes, série intégrale. À la place numéro 8, maintenant, je vais mettre les carnets de l'apothicaire Enquête à la cour de Natsuyuga et Minoji Kurata chez Mana Books. Alors, les carnets de l'apothicaire, ça nous parle de la jeune Mao Mao qui a été vendue de force
au palais impérial de Chine, et comme elle a beaucoup de connaissances en matière de plantes médicinales, de remèdes, de poisons, etc., elle a été, disons, sollicitée pour résoudre certaines énigmes qui subsistaient à la cour sous la tutelle de Jin Shi, et elle se rend compte, cette jeune Mao Mao, qu'il y a quand même beaucoup de choses suspectes qui s'y passent. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce manga, c'est que cette personnalité de la jeune fille est vraiment très marquée. On voit comment elle essaye de garder du recul par rapport à tout ce qui se passe pour ne pas avoir de soucis, pour pas être embêtée, et puis parfois quand sa curiosité l'amène trop loin, même elle ne veut pas trop en dire pour ne pas avoir de problème. Et donc j'aime bien en fait le fait qu'on ait vraiment une héroïne qui comprenne son environnement, qui soit maligne, intelligente, et qui essaye de comprendre un peu les relations et les enjeux, les différentes forces en présence. Donc ça, je trouve ça très bien. En plus, il existe deux versions, hein, des carnets de l'apothicaire. Une de chez Kiyun que je lis aussi, et en comparaison je dirais que celle-ci avance plus vite et plus franche, et on comprend aussi davantage ce qui se passe. Moi en lisant ça, je me suis dit ah oui, donc ok, je comprends mieux. Donc il y a des choses que je n'avais pas compris avec l'autre version que j'ai compris avec celle-ci, ce que j'apprécie beaucoup, parce que c'est bien de mettre du mystère, mais des fois le mystère il est pas aussi clair, et puis comme on lit beaucoup, moi je lis énormément de mangas, des fois j'oublie ce qui se passe, donc quand un nouveau tome sort, j'ai plus les détails en fait du tome précédent. Donc là aussi le fait que je les ai enchaînés ça peut aider, mais c'est aussi plus clair. Voilà, donc ce que j'ai envie de dire c'est que c'est une version qui est un petit peu moins bien dessinée que l'autre, par contre c'est vrai. Je trouve qu'il y a un petit peu moins de détails, que c'est un tout petit peu moins soigné, que le Kara design est aussi un cran en dessous, voilà. Mais par contre pour l'histoire je trouve qu'elle est plus franche, elle est plus simple, mais sans nous enlever le mystère non plus. Donc j'aime beaucoup et j'ai envie de lire la suite. Il me manque 2 tomes pour être un jour, et je suis très contente de m'être lancée aussi dans cette version là. C'est vrai qu'à la base je me suis dit pourquoi je vais faire 2 versions des carnets de l'apothicaire, ça sert à rien, et en fait non, je suis très contente d'avoir celle-ci, que je commence tout doucement à préférer à l'autre. À la place numéro 7 du classement, Jimbosho Sisters de Kei Toume, et c'est chez Mangetsu. J'ai lu le tome 2 là hier ou avant-hier, je sais plus, ou en vacances, enfin bref. En tout cas j'avais reçu le premier tome de Mangetsu, voilà, c'est eux qui me l'avaient envoyé sans que je le demande, donc c'était vraiment très sympa de leur part, et j'avais adoré, donc merci beaucoup. Et j'ai acheté la suite moi-même parce que c'était un tome qui m'avait enchanté. On suit l'histoire de 3 sœurs qui ont hérité d'une librairie. Alors, c'était pas du tout leur métier, donc il y en a une qui s'occupe de la librairie, c'est celle avec la coupe au carré, l'autre qui travaille dans un bureau et qui essaye de subvenir aux besoins de ses 2 autres sœurs, parce que la plus petite elle est encore au lycée, et leur père lui il est parti en voyage d'affaires ou je ne sais quoi, donc elles sont un peu livrées à elles-mêmes et elles doivent ensemble s'épauler pour faire vivre cette librairie, et notamment celle-ci qui doit découvrir le métier. Et c'est vraiment super, vous êtes dans un petit quartier de Tokyo qu'on connaît pas trop, dans un petit monde, un petit microcosme de libraires qui est très sympa. On voit comment ils s'entraident, on voit comment ils ont envie, voilà, chacun de trouver leur petit trésor, comment ils se spécialisent, comment ça marche les librairies, et puis en plus de ça vous avez d'autres choses, hein. Vous avez les relations de cœur des différentes sœurs. J'adore, franchement j'adore, j'ai été conquise. Il y a un petit côté Hirayasumi dans ce tome là qui ressort, je trouve, très chill, très sympa, de vie quotidienne, et avec des problèmes plus profonds aussi. J'accroche beaucoup, c'est un gros coup de cœur, Jimbosho Sister, donc j'attends de voir la suite, parce que je me méfie maintenant avec les tomes 1 et 2, voilà. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir découvert cette série et je vous la conseille vraiment. À la place numéro 6, Tokyo Tarareba Girls. J'ai lu les tomes 3, 4 et 5. C'est de Akiko Higashimura. C'est aux éditions Le Lézard Noir. Je les avais trouvés d'occasion, ceux-là, sur Vinted. Donc voilà, j'ai eu du bol. D'ailleurs, c'est l'un d'entre vous qui m'avait envoyé une petite alerte en me disant qu'ils étaient en vente. Merci beaucoup. Enfin bref, ça nous parle de ces 3 jeunes femmes. Alors on se concentre essentiellement sur celle du milieu, mais on voit la vie des 2 autres aussi, qui sont amies à Tokyo, trentenaires déjà, et dans leur mode de pensée, dans leur société, disons, elles ne sont pas mariées, alors c'est pas bien vu, et même elles se posent des questions quant à leur avenir, qu'est-ce qui va se passer. Donc elles essayent de trouver désespérément l'amour, parfois un peu trop désespérément, parce qu'elles tombent sur des cas un peu particuliers, et donc vous êtes dans des relations
avec compromis, sans compromis, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, beaucoup de questionnements internes et j'aime bien la fraîcheur de ce titre. C'est pas niais, je trouve que c'est assez amusant même. Vous avez des situations qui sont tout à fait crédibles. Parfois je comprends pas trop la réaction de la jeune femme, surtout celle du milieu, là, enfin celle-ci. Des fois je me dis ouais bon quand même elle abuse un peu, mais je veux dire voilà, c'est ça qui est bien, c'est que vous n'avez pas des personnalités qui sont forcément très arrangeantes, qui sont gentillettes, non, vous avez des femmes affirmées qui ont leur boulot, qui ont leur vie, et puis voilà, elles cherchent juste quelqu'un. Et c'est vraiment très bien fait. Je sais pas si je lui fais honneur avec ce que je viens de dire, mais en tout cas j'aime beaucoup cette série et je vais la finir. D'ailleurs dans le dernier vlog, je sais pas si vous l'avez vu, j'étais à La Rochelle et un G Manga ou un G Comics nous a emmenés dans sa librairie préférée et j'ai trouvé un autre titre de cette même autrice que je tenterai peut-être parce que j'aime bien sa façon d'écrire. Je trouve ça simple, percutant et ouais, j'aime beaucoup. Après il faut adhérer peut-être au dessin qui est un peu particulier, mais moi je dois dire que j'aime bien. Voilà. Et puis les personnalités sont vraiment pas mal faites. À la place numéro 5, Solo Leveling, par ici. Solo Leveling, le tome 14. J'aurais pu le mettre ailleurs dans le classement, mais je me dis quand même, pour qu'une série, on est au tome 14 quand même, me fasse toujours autant plaisir quand je lis, bah, ça mérite quand même une bonne place dans le classement. Et en plus j'aime beaucoup ce webtoon qui nous parle de Sun Jingwoo, qui est un chasseur de démons dans les tours et qui a réussi, contrairement à ses confrères, à monter de niveau et c'est un des chasseurs les plus puissants. Et là par contre il est en train d'affronter vraiment des méchants qui sont pas faciles à affronter parce que jusque là c'était quand même assez easy pour lui, hein. Il arrivait très simplement à se débarrasser de ses adversaires, mais il se trouve que maintenant il est en face de lui un cran au-dessus et peut-être même, c'est ce que je crois comprendre, la personne ou les gens qui ont orchestré justement ce changement de niveau parce que en fait il a changé de niveau comment? Il y a un jour après un accident dans un donjon, il a réussi à être comme intégré dans un jeu vidéo, vous voyez, où il devait remplir des quêtes pour monter de niveau et voilà, il essaie de comprendre ce qui s'est passé, il essaie de comprendre aussi qui sont ses adversaires et moi je suis toujours autant à fond quand je lis Solo Leveling. Alors des fois je comprends pas tout quand je vois certains combats, je me dis ouais, ok, qu'est-ce qui est en train de se passer, je vais pas piger, mais sinon voilà, j'aime beaucoup cette histoire et ouais, je suis fan de ce webtoon, c'est le seul d'ailleurs que je lis, c'est chez Kabook, d'ailleurs je l'ai pas dit, c'est de Dubu, Shugong et Ashgong, on va dire c'est comme ça. À la place numéro 4 du classement, Space Brother, le tome 4, justement, que j'ai terminé hier soir pour le coup, de Shuya Koyama chez Pika Édition. J'aime bien, j'aime vraiment bien ce titre-là. On a deux frères en fait qui sont passionnés d'astronomie et un est devenu d'ailleurs astronaute. Contrairement à son autre frère, et sur le tard il a décidé de changer de voie et de rejoindre la JAXA qui est le centre d'astronomie du Japon. Pour cela évidemment il y a tout un tas de phases de sélection, ils sont justement dans une phase de sélection qui est assez âpre puisqu'ils sont en groupe dans des caissons fermés où ils n'ont pas le droit de sortir, où ils ne voient pas la lumière du jour. En plus il y a quelques disons petites embûches qui leur sont posées et ils doivent réussir tout de même à faire ce qu'on leur demande, à rester ensemble et j'ai trouvé ça très intéressant, très sympa à lire. C'est vrai que je suis pas ultra fan du chara design des personnages de Space Brothers, mais ce qui se passe dedans c'est vraiment très bien. C'est chill et en même temps on apprend des choses et c'est jamais chiant. Je trouve ça vraiment très bien. C'est vrai que j'avais entendu Bell Book qui a fait une critique très juste, qui a dit ouais ok il est devenu astronaute comme ça, on sait pas pourquoi. C'est vrai, j'ai envie de dire que bon le scénario au départ c'est allé un petit peu vite, mais je dois dire que j'apprécie quand même beaucoup le suivi en fait de cette sélection, de cet entraînement pour devenir astronaute. Et ouais, je suis toujours aussi fan de Space Brothers. Je dirais bien le 5 d'ailleurs, mais je l'ai pas trouvé pour l'instant. Voilà. Sur le podium, à la 3e place du classement, Isabella Bird, le tome 11. C'est de Taiga Sasa. Et c'est chez Kiyun et alors vraiment quel coup de cœur ce manga, je suis jamais déçue à chaque fois que j'ouvre un tome d'Isabella Bird. Déjà je suis enchantée par les dessins, déjà c'est une chose importante pour moi, c'est toujours agréable de suivre un manga qui est très bien dessiné et surtout c'est l'histoire qui est très bien. Ça nous parle d'Isabella Bird qui est une exploratrice au 19e, fin 19e siècle qui va au Japon parce qu'elle veut absolument découvrir une culture, les Ainu qui se situent au Japon,
Japon, dont normalement on ne connaît pas grand chose, et elle veut aller explorer ce territoire, et elle démontre en fait à quel point l'ouverture d'esprit n'est pas quelque chose d'inné, c'est même bien loin de là. Il y a plein évidemment là aussi hein, d'obstacles qui rendent le chemin difficile qu'elle parcourt, mais c'est absolument incroyable. On découvre plein de choses en lisant Isabella Bird. La personnalité d'Isabella, elle est vraiment très très bien, sans non plus être gnangnan ou naïve. Au contraire, elle essaie toujours de rester positive en comprenant et en faisant avec les gens et les personnalités qui sont autour d'elle. Bref, j'aime beaucoup en tout cas Isabella Bird, c'est toujours un plaisir de découvrir un nouveau tome. À la deuxième place du podium, Katsu de Mitsuru Adachi. J'ai lu le tome 7 et le tome 6, c'est chez Nobinobi. Bah ça c'est un manga que je vous recommande, hein. Il est bientôt fini, intégral en 8 tomes. On suit Katsu le garçon et Katsu la fille, qui tous les deux sont passionnés de boxe et qui sont au départ rivaux, et puis après cette demoiselle devient son manager, et puis elle le suit évidemment dans sa carrière. Est-ce qu'il y aura une romance entre les deux? Est-ce que l'ami d'enfance de Katsu fille viendra interférer là-dedans? Il y a un peu de vie de lycée, mais il y a aussi les parents qui ont tout leur passif et qui jouent un rôle sur la vie actuelle des enfants, des rivaux, amis, ennemis, qui sont aussi sur le ring. J'adore cette atmosphère de Katsu, j'adore ce manga, il le raconte vraiment merveilleusement bien, Mitsuru Adachi, je trouve, relation entre les gens. C'est un dessin un peu old school, c'est vrai, mais je dois dire que moi j'y perçois une nostalgie que j'apprécie beaucoup. La boxe, c'est là, mais c'est... Voilà, ça aurait pu être n'importe quel autre sport, hein, pour être tout à fait sincère. C'est très bien raconté, c'est extrêmement bien raconté. Et je ne peux que vous conseiller de découvrir Katsu parce que ça vaut vraiment la peine. Et enfin, premier, allez-vous être étonnés? Non, City Hunter de Kasa Ojo. Voilà, c'est toujours un régal. Là, on arrive sur la fin de City Hunter aux éditions Panini pour mon tome à moi, que je suis, parce qu'ils sont en train de faire une réédition. Donc des gros tomes, des gros volumes, mais quand j'ouvre un tome de City Hunter, j'ai l'impression de me plonger dans un monde parallèle. Voilà, je suis sur une autre planète. Je suis avec Monryo Saiba, qui est un tueur à gages, accompagné de son assistante Kaori. Et il vient en aide à différentes jeunes femmes, puisque évidemment il aime admirer la jante féminine, même si parfois c'est un peu plus qu'admirer. Et sous son côté un peu débile, il y a du sérieux, voilà, qui arrive au bon moment. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup avec City Hunter, c'est que quand bien même ça pourrait faire gag manga, vous avez quand même une histoire fil rouge, vous avez quand même des personnages qui ont un passif lourd derrière eux. On a un personnage qui fait beaucoup de pitreries, mais voilà, il y a un pourquoi, et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est bien dosé, voilà, et puis j'aime trop l'ambiance, j'aime trop le personnage, voilà, c'est rigolo, et puis hop, ça devient sérieux quand il faut, et puis à nouveau ça détend l'atmosphère. Bref, j'adore City Hunter. Je suis presque triste en fait que la fin arrive, parce que c'est vraiment mon moment en fait où je déconnecte tout et j'apprécie, je savoure en fait City Hunter. D'ailleurs, c'est de mieux en mieux au fur et à mesure des tomes. Donc je vous engage vraiment à découvrir au moins cette série. Oui, pour moi il y a de la nostalgie, c'est sûr, mais ça va bien plus loin que ça, parce que City Hunter c'est vraiment trop bien. Voilà, ça c'est de l'argument, hein. Ce sera tout donc pour ce top flop. C'est vrai que j'ai dit que j'en faisais plus, mais là il y a trop de tomes, et puis ça permet moi aussi de cadrer, et puis parce qu'il y a beaucoup de choses, donc ça vous permet de faire votre propre sélection là-dedans. Évidemment ce n'est que mon avis, mais bon, ça je vais pas le redire, hein, c'est ma chaîne, donc forcément c'est un petit peu subjectif. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Je vais par contre vous remercier pour tous les abonnements, parce que ça me fait vraiment très plaisir. Bientôt les 5000 abonnés, je n'en reviens pas. Abonnez-vous. Voilà, comme ça on y arrive tous ensemble, ça me fait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!